Vous vivez chez vos parents, vous avez un PC qui tourne plutôt bien, un téléphone, et ben commencez à faire de l'argent, pitié. On baisse volontairement le niveau, tu vois, chaque année. Parce que fabriquer des cons, ça leur rapporte des thunes. Salut tout le monde, du coup on se retrouve pour l'épisode 3 de WEP. Donc les gars, aujourd'hui on va faire un épisode où en fait on va beaucoup débattre. C'est vraiment, donc on a plusieurs idées de débat. Je les ai là sur mon iPad. Donc la première étant l'entrepreneuriat et l'échec, un mal nécessaire, point d'interrogation. Ça c'est le premier. En deuxième, on va parler du rôle de l'éducation financière chez les jeunes. Pourquoi l'éducation financière n'est-elle pas enseignée de manière systématique dans les écoles ? Je trouve que c'est trop important, mais on y reviendra plus tard. Du coup, en troisième, on a le freelancing, liberté ou incertitude. Ça, Evan, tu vas pouvoir nous en parler parce que tu es un petit peu dans ce délire-là de freelancer, etc., dans l'audiovisuel. Ensuite, on va voir les habitudes matinales, mythes de productivité ou réel levier de succès. Voilà. Donc aujourd'hui, programme assez chargé, mais comme je vous ai dit, on va rester très light. Ça va être vraiment nos avis et ça va être un débat, en fait. Donc, ça peut paraître assez chargé, mais vous allez voir, vous allez suivre avec nous et ça va très bien se passer. Du coup, je te propose de commencer directement sur l'entrepreneuriat et l'échec. Est-ce que déjà, selon toi, l'échec est déjà un mal nécessaire, en fait, quand tu entreprends ? Est-ce que c'est forcément une case par laquelle la personne, l'individu doit passer pour accéder à cette réussite, quelque part ? C'est évident que oui, déjà, en vrai... Surtout quand tu débutes, c'est vraiment, c'est même pas une case que tu es obligé de cocher, c'est la première case que tu as cocher. Parce que tu vas te casser la gueule, c'est sûr, quel que soit ton projet, quelle que soit ton entreprise. Et ça, tout mec à succès pourra te le confirmer. En fait, il n'y a pas de réussite sans échec. Et si tu passes par un parcours dans lequel tu n'as pas eu d'échec, tu vas pas progresser parce que tu te remettras jamais en question, tout simplement. Donc ouais, l'échec, c'est obligé, mais c'est pas malheureux, c'est bénéfique. Tu considères l'échec, toi, comme quelque chose qui t'apprend quelque chose. Ouais, c'est ça. Pas une case, admettons, un mur dans lequel on pourrait foncer et ne jamais se relever, en fait. Ah non, bah si tu commences à considérer les choses comme ça, oui, là tu pourras rien faire. C'est que tu prends le problème de la mauvaise façon. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré cet échec-là en question dans les projets que tu as pu faire ou dans ce que tu as pu entreprendre, tu vois, dans ta vie ? Est-ce que tu as déjà eu un moment où tu t'es dit, là, vous m'avez mis une colle, quoi. Genre, je suis bloqué. En vrai, oui et non. Enfin, oui et non. On va dire que c'est pas des échecs qui, on va dire, arrêtent, qui stoppent ta lancée quelque part, tu vois. C'est pas un point final à quelque chose. C'est plus on va dire, des regrets ou des choses que j'ai mal fait, que j'aurais pu mieux faire, tu vois. Par exemple. Et bah là, je vais parler en vrai plus de mon travail et de ce que je fais le plus, c'est-à-dire de l'audiovisuel, du cinéma, tu vois. Vas-y. Déjà, il y a toujours ce truc de, tu sais, dans ton insertion un peu professionnelle, tout ça, t'as toujours l'impression de pas avoir assez fait, de pas faire les choses comme il faut. Et tu vois, par exemple, là, en décembre dernier, j'ai réalisé un court-métrage, donc qui est en train d'être monté là actuellement. Et c'était la première fois que vraiment je réalisais quelque chose avec, on va dire, une équipe aussi grosse. Parce que là, il y avait par exemple les films de bac où t'étais 4 pélos dans un groupe et tu faisais un film. Je réalisais, entre guillemets, mais c'était pas tout à fait de la réalisation. Ouais, je disais, ok, on va faire ça, comme ça, comme ça. Mais c'était pas très pro, on va dire. Là, c'est un projet perso, mais quand même qui est dans le cadre des études où t'as que des mecs qui savent faire. Et du coup, tu te retrouves à gérer une équipe vraiment comme tu devrais la gérer dans un tournage professionnel. Et aussi des acteurs et des figurants. Et en fait, quand c'est la première fois et que t'as pas grand monde autour qui sait comment on fait très exactement, bah, du coup, tu commences un peu de zéro. Et du coup, tu fais toutes les erreurs possibles, en fait. Et c'est dans ce sens-là où j'ai l'impression que ce court-métrage, je le considère pas comme un échec, mais je le considère quand même comme, on va dire, un espèce de petit passage à vide à certains moments, parce qu'il y a des moments où je me suis dit, ça, je l'ai tellement mal géré que je le considère comme un échec. Tiens. Du coup, par exemple, tu parlais des erreurs toutes les erreurs possibles et imaginables que tu as fait en tant que réalisateur, tu les as faites. Et c'est la... Ouais. Ouais, donc, par exemple, quelle erreur, selon toi, a été la pire ou celle avec du recul, tu te dis, putain, je suis trop con, quoi.
dirais que ce qui était au global, c'est que j'avais du mal à prendre des décisions. En fait, il y avait plein de problèmes qui se posaient, qui étaient on a du retard, on n'a pas les lieux qu'on veut, on n'a pas autant de gens qu'on veut. Il y a aussi gérer un plateau. C'est comme gérer une colonie de vacances avec des gamins de 4 ans, vraiment. Parce que les gens peuvent être aussi professionnels qu'ils veulent quand t'es à 25 personnes dans un appart et que tout le monde fait un peu sa tambouille et forcément tu vas avoir du bruit, forcément ça va un peu s'agiter. Et quand t'as à peu près mon degré d'autorité, c'est-à-dire très peu, ça peut vite partir en couille. Et du coup, ça a fait qu'on a pris du retard dans tous les sens, qu'il y a plein de séquences qu'on a dû virer, où il y a des choses où, en fait, quand tu les mets en place, tu te rends compte que, ah putain, c'était peut-être pas une bonne idée de faire ce dialogue comme ça, par exemple. Et tu vois, c'est ce genre d'erreurs-là qui, du coup, pénalisent tout le monde et qui font que, à l'instant T, on a vraiment fait des journées qui étaient diaboliquement longue. Je te jure que vraiment, en 2 jours et demi, on a peut-être dû faire 50 heures de travail, tu vois. Il y a que en 3 jours, il y a 72 heures, tu vois. Ouais, ok. Et ouais. Et qui, du coup, en fait, sur le moment, font chier tout le monde parce que tout le monde a envie de dormir, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je considère que c'est en partie un échec, c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont mal déroulées. Et mais bon, après, au final, tout le monde en garde un bon souvenir, donc ça va. Mais sur l'instant T, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme un échec, tu vois. Et sans ce passage-là, et bah, je pourrais pas me reposer sur cette expérience pour faire mieux la fois d'après. Je pourrais pas me dire, ok, rappelle-toi de la dernière fois, ça s'est mal passé, faut que absolument pas que tu le fasses comme ça. Non, j'aurais fait les mêmes erreurs la fois d'après si j'ai pas eu cette expérience. Ok. Et donc, bah, c'est ouf. Et donc, dernière question, et après, je te laisserai me poser la question de savoir si moi ça m'est déjà arrivé ou pas. Parce que toi, tu t'es pas exprimé sur le sujet. J'y viens parce que Ok. j'en ai fait des belles. Est-ce que on peut avoir une date de sortie peut-être pour ce court-métrage là, que les gens qui nous écoutent, les gens sur TikTok. D'ailleurs, je vous remercie tous hein, sur TikTok d'être. Franchement, j'ai kiffé. J'ai posté le premier TikTok, il a fait 10 000 vues. J'étais trop content. Donc bon après il y a une stratégie marketing derrière forcément mais mais voilà Posté à 17h. voilà non mais Enfin, après voilà donc est-ce que t'as une date pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, Spotify, TikTok? En vrai, j'ai absolument pas de date parce qu'en fait, la personne qui fait le montage, je le dis franchement, je sais que nous on a notre rentrée là, genre en octobre et tout, donc tranquille. Et puis, c'est bon, lui il sera un peu payé, mais pas trop, tu vois, donc je peux pas lui en demander énormément. Et vu que c'est pas sa priorité, entre guillemets, je sais pas quand ce sera fini. Et sachant qu'il faut encore faire le mixage. Le mixage, je le confie à un ingé son, enfin un pote ingé son. Pareil, je sais pas combien de temps ça va lui prendre. J'espère pouvoir le sortir, allez, max en décembre, tu vois, fin décembre. Ah ouais, ce serait ouf. Ce serait trop bien. J'aimerais bien, parce que bah, du coup, déjà pour un court métrage de peut-être 30 minutes, ça aura mis 1 an, tu vois, ce qui est nul. Ah ouais, c'est beaucoup ou pas? Bah oui, non, en vrai, si je m'étais mieux organisé, ça aurait pu être fait en 3 mois. Ah ouais. Vraiment, c'est là que je te dis, c'est compliqué. Donc l'erreur fait partie du parcours. Ah ouais, selon toi. ouais. De ouf. Parce qu'en fait, c'est comme ça que t'apprends à ne pas refaire les mêmes erreurs, justement. Ouais. C'est ce qui veut pas dire que en soi, là, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est ce qui me parle le plus. C'est pas un échec complet. Le court métrage va être bien, y a pas de souci. Mais sur le moment, tu te dis, ah, Est-ce qu'on peut savoir Chier. de quoi ça parle, peut-être? ça parle. Je sais pas, hein, je pose des questions, moi, c'est pour les gens. Ça parle de la fin d'une ère qui est un peu le lycée, l'adolescence, tout ça, et de destins qui se recroisent et se redécroisent et qui se reséparent. tu vois. Ok, c'est très flou, mais on va faire avec. Et puis on attendra avec impatience, bien sûr, la sortie de ton court-métrage, dont le nom est... Chronique d'une fin du monde. C'est très joyeux. Non mais on attend, franchement, je suis le premier je pense que je serai le premier à aller voir en tout cas, Ouais. parce que bah je te connais depuis maintenant une dizaine d'années facilement, Ouais. et donc voilà, moi j'ai hâte de voir ton premier truc, parce que ton premier projet, ton premier court métrage, on en parlait dans l'épisode 2 de qu'est-ce que vraiment un court métrage, etc. Donc là tu vas pouvoir nous... Ah là, ça va être un pur court-métrage. Voilà, C'est donc, pas un truc genre. tu restes fier du fruit de ton travail que va être ce Ouais. court-métrage. Bah, ça ressemble pas tout à fait à ce que je voulais, mais on a fait du mieux avec ce qu'on pouvait. Et donc voilà, je suis très content. C'est le projet un petit peu d'une vie. C'est ton premier truc, quoi, en vrai. Ouais, ce sera peut-être le premier et seul que j'ai vraiment réalisé avec ces moyens-là, tout ça, parce qu'en vrai, moi, la réal, c'est pas ce qui me fait forcément kiffer. Il y en a plein qui veulent être réalisateurs. Moi, c'est pas, moi, je vais être chef-op, je vais être technicien.
Et là, c'est juste que j'avais une histoire qui me tenait à cœur et que du coup, quand c'est ton histoire, bah, c'est pas le choix, c'est toi qui vas la raconter. Tu vas pas la confier à quelqu'un d'autre. Enfin, si, ça peut, mais moi, j'avais envie de le faire moi. Mais ce sera peut-être le seul que je vais vraiment réaliser, tu vois. Donc, une très belle expérience, en tout cas. Ouais. Donc, tu voulais savoir quelles erreurs Bah j'avais ouais, faites. parce que là, oui. Parce qu'on va parler des tiennes, mais pas des miennes. Je n'ai même pas émis ton avis en plus. Ouais, j'ai commencé déjà par mon avis. Selon moi, par rapport à tout ce qui est l'échec, l'entrepreneuriat, pas forcément qu'il y ait une rentabilité derrière, hein, je parle pas forcément de création de valeur, de flux monétaire, etc. À partir du moment où tu veux faire un projet, genre par exemple même partir en vacances avec tes potes, c'est quand même un projet. Je tiens à remettre les choses dans leur contexte. Ok, oui, c'est un projet. Faire des erreurs, par exemple les gars, vous planifiez des vacances avec vos amis tous les étés, et vous prenez, par exemple moi, je vais vous raconter cette histoire-là et puis après j'en aurai d'autres. Donc l'été dernier, on est parti en villa à Palavas-les-Flots, donc avec Evan et d'autres amis à nous, que vous verrez certainement dans un épisode qu'on a prévu en fin d'année, qui sera super cool. Et donc on est parti, et donc j'avais la tâche de tout réserver, etc. Quelle erreur! Quelle erreur, parce que très compliqué, je m'y suis pris un petit peu au dernier moment, parce que en fait j'envoyais des villas aux garçons et je disais les gars choisissez, mais ils choisissaient jamais, et du coup je me suis retrouvé à la fin à devoir prendre une villa qui était quand même très bien, mais qui était très chère pour ce qu'elle était, comparé à ce qu'on avait vu au tout début. Donc problème d'organisation, problème aussi de prise de décision que j'ai eu à ce moment-là, donc je reviens sur ce que tu disais. C'est un petit exemple marrant, et du coup cet été j'étais en charge de tout ça, et cet été en fait on a tellement été long à s'organiser qu'on n'est pas parti. Donc voilà, petite erreur un peu conne, mais c'était drôle. En vrai on a pu quand même passer de très bonnes vacances, c'était très sympa, puis ça fait toujours plaisir, même si on avait payé très cher. Je me souviens, c'était un peu cher quand même. Ouais, parce que franchement, erreur numéro 1, vouloir partir en villa. Non, mais je le maintiens. Je pense que les garçons sont pas du même avis que toi. Ah ouais? Je pense pas. Y en a... Faudrait qu'on leur demande, on leur demandera, mais en vrai, à voir. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Tu vois, maintenant que, entre guillemets, voilà, j'irai plus en villa parce que, déjà pas par faute de moyens, mais en fait, il faut faire avec le budget de tout le monde, donc c'est très compliqué et c'est très cher. Et une villa avec 5 chambres, c'est encore plus cher. Donc voilà, avec piscine et tout, enfin bref, tout ce qui va avec. Bref, voilà, c'était pas vraiment le sujet, c'était une petite anecdote comme ça. J'avais organisé les vacances et tellement on a galéré, on a dû prendre une villa. Je crois on a payé 2500 la semaine, hein, quand même, hein, c'était très cher. Hein. Ouais, bah c'était 600 chacun, donc 600 à 6, 6 x 5, 25. Donc, 6 x 5, 30. Ouais, on était quasiment à 3000. Parce qu'en gros, le truc, c'est genre, t'avais 2500 le truc, et après, t'as les frais Airbnb, ça faisait quasiment 3000. Donc, c'était abusé. Ouais. Donc, voilà. Après, petite erreur. Après, moi, tu vois, tu sais, vous n'êtes pas sans savoir, vous qui écoutez le podcast, ou toi, Evan, que j'adore, j'ai kiffé, moi, faire du dropship, tout ça, c'était mon truc, quoi. Et donc, au début, j'en avais fait une avec un pote qui était bien, mais elle a jamais prise. Genre, pas une seule commande. C'est chaud quand même, tu vois. Oui. Sachant que j'avais mis du budget en pub et tout, et en fait, j'avais tout fait à l'envers, tu vois. Genre, faut voir que le site, il avait genre 100 visiteurs par moment, pas une seule commande. C'était horrible. La sensation de te dire, tu mets en place une campagne publicitaire qui marche en plus, tu vois, des TikTok qui marchent, ça convertit pas. Et là, j'ai compris en fait mon erreur. Mon erreur, elle était où? C'est que déjà, genre le site, quand tu viens dessus, il n'était pas agréable à prendre en main et tout, tu vois. Donc t'as beau mais avoir 1000 visiteurs par heure, bah personne ne va acheter si le site il est juste pas agréable, tu vois. Et les produits et tout, enfin bref. J'ai appris franchement de mes erreurs en tant que, entre guillemets, dropshipper. Tu apprends très vite parce qu'en fait, c'est ton argent qui part. Genre, si tu mets une campagne publicitaire d'une semaine à 100 euros tous les jours, donc c'est pas mal, mais si derrière, t'as pas genre, je dirais, 10 commandes à 100 euros qui rentabilisent ta campagne de 1000 euros, t'es dans le rouge, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça m'avait fait beaucoup chier. Et de là, donc, j'ai appris de mes erreurs, ne pas oublier le référencement, la maniabilité du site, enfin, entre guillemets, l'ergonomie du site, la prise en main, etc. Donc, je considère que ouais, c'est une étape genre indispensable. Parce que, admettons que ce site-là, il aurait marché et j'aurais fait genre 10 000 avec.
de bénéfices. Je me serais dit, c'est comme ça que ça marche. Tu t'en fous de comment il est le site. Le tout, c'est de tout mettre dans la pub. Je me serais bien cassé la gueule, tu vois. Parce que le moment où ça marche pas, tu mets 10 000 en pub et rien. Donc voilà. Il y a ce délire-là de vraiment, je trouve que c'est un rôle. Je dirais, l'erreur, en fait, elle a comme une place de leçon. C'est en te trompant et en recommençant que tu apprends. Moi, je considère que se tromper, ça fait partie du cycle. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, tu te trompes, tu comprends ton erreur, tu refais ça en prenant en compte cette erreur, en appliquant la bonne méthode. Si tu te retrompes, c'est qu'il y a une autre erreur, etc., etc. Et au bout d'un moment, tu réussis ton exercice. Ça, c'est vraiment le côté très scolaire. Mais si tu l'appliques à monter une entreprise, tu vois, tu vas le faire plusieurs fois. Au bout d'un moment, tu vas te dire, ah, là, j'ai pas réussi ça, là, j'ai pas réussi ça, là, j'ai pas réussi ça. Tu corriges toutes tes erreurs, au bout d'un moment, ça va marcher, tu vois. Pour moi, oui, c'est un rôle hyper important. Et je dirais que oui, c'est inévitable. Genre, c'est vraiment une étape par laquelle tu dois passer pour ne serait-ce que te remettre en question toi, tu vois, et ton travail. Parce que quand t'as le nez dans ton travail, je parle par expérience, t'as tendance à croire qu'il est bien. Parce que t'as le nez dedans, en fait. T'es comme ça, tu prends du recul, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est pas forcément parfait. Et donc, je trouve que c'est l'erreur à ce rôle-là de te remettre en question, de te faire prendre du recul sur ce que tu produis et ce que tu entreprends. Donc voilà. Je pense qu'on est tous d'accord. Dites-nous dans les commentaires si pour vous aussi l'erreur est une étape indispensable. Vous avez le droit d'avoir des avis différents, bien sûr. Là, en l'occurrence, Evan et moi, on était d'accord, ce qui n'arrive pas non plus à chaque fois. Et j'ai une phrase qui marche très bien. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. Voilà. Méditez là-dessus, les gars. C'est très bateau. Je connais, c'est Batman. c'est très bateau comme phrase. Mais pensez-y quand vous arrivez sur votre projet, il y a une étape qui bloque. Pensez à ce que je vais vous dire là. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. Ok, du coup, deuxième sujet, Evan, qu'on voulait aborder aujourd'hui. Le rôle de l'éducation financière chez les jeunes. Pourquoi l'éducation financière n'était pas enseignée de manière systématique dans les écoles? Et quel impact cela pourrait avoir sur les générations futures? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, bon, déjà, ça se saurait si les professeurs avaient une éducation financière eux-mêmes, déjà. Alors, il y en a peut-être qui l'ont. On baisse volontairement le niveau, tu vois, chaque année. Moi, je suis un peu dans cette espèce de complot-là, c'est que vraiment, le niveau baisse chaque année et ça arrange bien la haute, tu vois. Ah ouais? Parce que fabriquer des cons, ça leur rapporte des thunes. Si tout le monde était un bête d'entrepreneur, si tout le monde avait toute l'éducation possible et se sortait un peu de la direction De la matrice. classique, on va dire de la matrice, si tout le monde pouvait faire ça, les riches ne seraient plus riches, tu vois, genre ça foutrait le bordel dans le système qui veulent préserver, tu vois. Et je pense que du coup l'éducation financière c'est un autre exemple, c'est-à-dire que Tabou, genre. Faut pas en parler. alors là je vais ouvrir un peu la question sur quelque chose de plus large concernant vraiment l'éducation dans son entièreté, tu vois. C'est que tu vois par exemple le bac, le niveau il baisse, tu vois, Chaque année, ouais. chaque année. Là, les sujets de cette année étaient plutôt cool, mais tu vois, par exemple, au global, le niveau il baisse, tu vois. Ah, mais quand tu regardes depuis 15-20 ans, le niveau des élèves, il est comme ça, en chute libre. Mais pourquoi? Mais c'est parce que ça arrange bien l'État. Parce que c'est le rapport des thunes, tu vois. Si tout le monde pouvait être des super entrepreneurs, hyper successful et que personne n'avait de patron, tu vois, ou que tout le monde pouvait vivre de ses placements, investissements et compagnie, l'État il perdrait des thunes, il aurait plus le contrôle sur les gens, tu vois, et ça les ferait chier. Parce que ce qu'ils veulent absolument pas, c'est que tu vois, par exemple, des ouvriers, des trucs comme ça, si demain ils sont indépendants financièrement parce qu'ils ont placé leur bille où il fallait et que du coup ils ont plus besoin de travailler, eux ça les arrange pas, tu vois, fatalement. Donc vraiment, l'éducation volontairement crée des gens cons parce que ça les arrange, tu vois. Mais du coup, particulièrement sur l'éducation financière, évidemment que du coup, même s'ils pouvaient, ils te la donneraient pas. Ouais, donc toi, tu considères que vraiment, ce serait un petit peu comme se tirer une balle dans le pied pour l'État d'enseigner un petit peu C'est ça. l'éducation financière, d'élever les gens. Mon avis sur la question est que oui, je trouve que les Français ont ce besoin d'avoir cette éducation financière, même les jeunes, parce qu'on voit que en fait, les gens savent pas gérer tout ça, ont une
très grande méconnaissance du sujet, ne connaissent pas tout ce qui est... Tu sais, quand des fois, j'en parle, tu vois, même à mes parents. Ma mère, elle connaît un petit peu, mais tu vois, quand tu parles de crypto, tout ça, ils sont complètement lâchés, quoi. Et même des fois, j'en parle à des mecs à l'école. Les mecs comprennent rien, ils disent « Oh non, ça m'intéresse pas et tout. » Ok, d'accord, si tu veux faire 35 heures tous les jours de la semaine et gagner 1200, vas-y, fais-le, mon grand. Je vais pas te retenir, mais tu vois, c'est parce qu'on n'a pas eu cette éducation financière de vouloir être indépendant, etc. Et comme tu dis, je te rejoins là-dessus, ça arrange pas du tout l'État, en fait, que tu sois indépendant. Parce que si tu es indépendant, tu travailles plus. Donc, tu n'es plus dans cette chaîne, dans cette matrice de tu travailles pour être payé moins que rien. Et c'est le mec tout en haut de la chaîne qui récupère tout, tu vois. Enfin, bref, c'est un sujet à part et je suis d'accord sur le fait que ça n'arrangerait pas les institutions. Par contre, ça ferait beaucoup de bien aux gens. Mais est-ce que les institutions veulent le bien des gens? C'est un débat à part. Non, moi, je trouve que non, tu vois, global, c'est pour ça qu'il y en a pas. Et pour vous, en fait, sachez que tu vois, quand on dit éducation financière, ça veut pas dire devenir trader du jour au lendemain ou quoi. Vous pouvez, par exemple, simplement, sans forcément gagner plus, dépenser plus méthodiquement. Bien Tu vois, sûr. ça, par exemple, une série sur Netflix qui est How to Be Rich, How to Become Rich, je crois, où globalement, tu as un épisode sur, ok, regarde simplement tes dépenses et non pas tes revenus. Bah ça, tu devrais plutôt faire ça, comme ça, comme ça. Et sinon, même sans commencer à devenir actionnaire ou commencer la crypto, la crypto, c'est encore un stade au-dessus, tu vois. Ouais, c'est un level au-dessus. Mais tu peux, l'éducation financière, ça peut être simplement juste apprendre ce truc simple de Mieux dépenser, mieux dépenser. investir. Et oui, mais investir, tu vois, dans le sens où t'es pas forcément être actionnaire, mais juste de savoir que, ok, tu te fais un fonds d'urgence et après à côté, t'investis une partie. Simple, c'est ce genre la de truc. base, le B.A.-ba, ouais. T'es pas obligé d'investir toutes tes économies, tu peux vivre un peu ta vie comme tu le fais de base et juste ces 10 balles que tu mets, je ne sais pas où, souvent pour des trucs inutiles, ces 10 balles sur ton salaire, bah tu pourrais les placer quelque part et ce serait mieux pour toi. Et peut-être même source de revenus. Donc, Peut-être pas tout de suite, mais la question est là, c'est qu'en fait, en France, on t'apprend pas à gérer ton argent. Simplement. La base, comme tu dis, on n'apprend pas en France aux jeunes à gérer leur argent. Aussi, il y a très peu, je me permets de m'écarter un petit peu du sujet, il y a très peu de filières professionnelles qui t'apprennent à devenir entrepreneur. À part la mienne, il n'y en a pas. Honnêtement, hein, à part la mienne, il n'y en a pas. Et encore, c'est une spécialisation dans une filière qui est à la base orientée sur la fiscalité et la finance. Donc, tu vois, ce délire de... faut quand même faire la première année qui est très générale et axée sur la compta, la finance et la fiscalité pour ensuite te spécialiser en management et entrepreneuriat. En France, il n'y a pas de parcours scolaire qui te permet genre de devenir entrepreneur ou du moins de te donner toutes les ressources dont tu as besoin, les cours dont tu as besoin, parce que tu peux pas devenir entrepreneur du jour au lendemain, à part en autodidacte, mais c'est très dur. Et moi, j'ai cette chance d'avoir l'école à côté qui m'apprend plein de trucs en droit, comment protéger, par exemple, la propriété du podcast, etc. Bref, plein de trucs, gérer ma compta, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Et Dieu merci, j'ai les cours, parce qu'à côté, enfin, bref, je galérais, mais il faut savoir que, genre, la formation, elle est quand même très limitée. Il n'y a pas énormément de gens qui font cette formation. Il faut connaître, tu vois. et même ça, en vrai, c'est pas de l'éducation financière, c'est de Non, l'éducation. on fait pas d'éducation financière. management. C'est juste, on apprend du droit, de la compta, de la gestion, du pilotage, du marketing, etc. Et en fait, tout ça mis bout à bout te permet de construire ton entreprise. Mais non, il n'y a pas d'éducation financière là-dedans, en fait. Et je trouve c'est ce qui manque. Je vous jure, les gars, posez-vous 2 minutes, comptez toutes les dépenses inutiles que vous avez dans le mois et vous allez arriver à peu près à un truc du genre 50 €. C'est pas grand-chose, mais si vous les placez correctement tous les mois, que ce soit pour commencer dans un livret A, même si le rendement est pas fou, si t'es un peu plus expérimenté dans les cryptos et si t'es encore un peu plus expérimenté dans tout ce qui est genre Forex, etc., qui est très compliqué. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous, prenez des cours parce que c'est très compliqué, vous pouvez perdre de l'argent. Mais commencez déjà par ça. Juste regardez vos dépenses, comme l'a dit Evan. Les dépenses inutiles, essayez de ne pas les faire et de placer cet argent que vous n'aurez pas dépensé dans quelque chose qui peut vous rapporter ne serait-ce que, je dirais, 3%, c'est déjà bien.
Et c'est par là que ça commence, les gars. N'oubliez pas que la vie est un très grand escalier et que juste comprendre que vous faites des dépenses inutiles, c'est déjà la première marche. Donc voilà, j'aimerais finir là-dessus. C'est très dommage qu'en France, il n'y ait pas de cours d'éducation financière. Pour moi, comme tu l'as dit, ça mettrait à mal les institutions et leur intérêt n'est pas là, forcément. Donc voilà, je vous invite à suivre le podcast si vous voulez vous élever un petit peu plus financièrement et penser au-delà de la boîte qu'on vous a mis, des œillères qu'on vous a mises devant les yeux. Maintenant, on va parler d'un truc que je trouvais hyper intéressant, surtout par rapport à toi, le freelancing. On va parler du freelancing. En gros, on voit que de plus en plus en France, il y a ce phénomène de freelancing. De plus en plus de personnes se déclarent freelancers. Et donc, ça permet d'avoir la flexibilité qu'offre ce mode de travail. Par contre, cette liberté, est-ce qu'elle a un coût, c'est-à-dire la précarité? Et donc, toi, qui es dans le monde de l'audiovisuel, qui est quand même basé sur du freelancing, hein, si je puis dire, qu'est-ce que t'en penses? Freelancing, liberté ou incertitude? Alors, donc, on va parler, déjà, on va remettre les bases. Le freelancing en France, 99% du truc, c'est tu as envie de travailler un peu à ton compte, de débuter quelque part, d'offrir des services, des prestations, tout ça. Tu fais une auto-entreprise, une micro-entreprise, ce qu'ils appellent maintenant. EI, entreprise individuelle. C'est ça. Et donc, tu as ton numéro de SIRET, tu as ton activité. Et après, tu peux commencer à aller voir des clients, les facturer, tout ça. Évidemment, c'est une flexibilité incroyable parce que tu fais à peu près ce que tu veux. Évidemment, t'as pas de patron, donc tu choisis évidemment pour qui tu bosses. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui t'a envie de dire merde, bah, tu lui dis merde. Tu peux esquiver les clients, les mauvais clients, parce qu'il y a des mauvais prestataires, mais il y a aussi des mauvais clients. Et après, c'est évidemment une situation très incertaine, en tout cas si tu fais que ça. Parce que l'avantage de, par exemple, la micro-entreprise, c'est que tu peux faire ça à côté des études, à côté d'un CDI, à côté d'un CDD ou quoi. Mais si tu fais que ça, évidemment, c'est très incertain parce que t'as tes revenus en dents de scie, comme ça. Tu peux faire un mois 4000 balles et le mois d'après 200 balles. J'ai des potes pour qui c'était ça, tu vois. On peut parler aussi de notre invité, justement, à qui c'est arrivé, qui est en freelancing total, Ouais. à côté des études. On va pas trop spoil, mais qui nous a contacté, qui nous a dit, bon, écoutez les gars, j'ai un gros problème sur mon tunnel de vente. En gros, il y a... Pour faire court, son tunnel de vente est un peu tombé à l'eau, et donc forcément plus de clients qui rentrent dans le truc, et forcément plus d'argent. Faut savoir qu'on parle quand même de quelqu'un qui tourne à quand même 20 000 euros quasiment tous les mois, et que là, sans ce tunnel de vente-là, il tombait à 3 000. C'est pour ça que le podcast a été annulé, enfin en tout cas, on le fera plus tard. Alors lui, donc c'est tu un peu vois, différent. ça illustre quand même beaucoup ce truc de... Ah oui, on peut faire du freelancing, mais attention. Parce que si tu fais que ça... Après, lui, c'est un peu différent parce que son cas de figure, c'est, je dirais plus que ça aurait pu arriver dans une entreprise normale, en fait. Oui, ça aurait pu, oui. Donc, pour moi, ça n'a pas tout à fait de rapport, mais oui. Et donc, dans les points un peu forcément négatifs, parce qu'on peut pas tout avoir, le freelance, en général, hormis si tu le fais toi-même, t'as pas tous ces trucs de, par exemple, mutuelle, cotisation, retraite. Si c'est pas toi qui qui prend un peu de tes bénéfices, de tes revenus pour mettre de côté tout ça, t'as pas ces trucs légaux que t'as genre dans un CDI, un CDD ou des CDDU. Après, est-ce que ça sert à quelque chose de cotiser pour la retraite, sachant qu'elle est à 64 ans et que jusque 64 ans, t'as le temps de crever 1000 fois? Bah oui, parce que Sachant que ça va pas en s'arrangeant avec ce qui se passe. oui, parce que l'âge de la mort globalement avance aussi. Donc t'as toujours grosso modo 20-30 ans entre ta retraite et ta mort. Donc ouais. Et surtout, plus tu cotises tôt, mieux c'est, tu vois, plus t'as une retraite confortable. Ouais, mais moi, je cotise là, tu vois, par exemple. Mais Oui. je trouve que c'est quand même de la douille, tu vois. Ah bah c'est de la douille parce que Pour ce oui, que tu donnes et ce que tu reçois, genre, les gars, sachez qu'au cumul, pour votre retraite, vous donnez à peu près... franchement, au cumul, vous donnez plus de 100 000 balles hein, tout au long de votre carrière pour toucher. Genre, vous allez toucher genre 1200... enfin bref. oui, mais c'est Là, mieux. c'est très mal fait, très mal fait en Mais France. c'est mieux que rien. Tu vois. Mais c'est pour C'est ça. c'est mieux que rien, bien sûr, mais C'est pour ça aussi à côté placé. Comme ça, vous avez une retraite et un petit peu de revenu passif il à a côté. tout compris, les gars. Même si c'est 20 balles. Même... Il a tout compris. Voilà.
Et du coup, pour revenir au freelancing, tu vois, évidemment, donc tu as aucune sécurité, aucune indemnité, quelle qu'elle soit. Et par contre, de l'autre côté, tu dois quand même payer tes impôts. Ouais, par contre, tu fais pas de Genre, chiffre d'affaires. c'est Bon. ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, donc, évidemment, vous payez un pourcentage sur ce que vous avez fait dans le trimestre, en gros. Donc, si tu as fait 20 balles, tu vas payer genre 20% de tes 20 balles. Tu vois, mais c'est quand même relou. Et du coup, ouais, t'as ce truc de tu fais un peu ce que tu veux, comme tu le veux. Mais C'est quand même encadré. ouais, t'as aucun parachute financier, en plus de devoir payer des impôts. Donc après, t'as des réductions, mais grosso modo, t'en payes. Et ouais, faut quand même. Le freelancing, c'est bien si ton but à terme, c'est de créer vraiment ta boîte. Et ouais, on va dire que vraiment être freelance, c'est bien si, on va dire, quelqu'un t'héberge ou si tu fais chez tes parents, Oui, ou si si tu tu vis chez tes... développes ton projet à côté de Mm. ton activité principale, tu vois. Si tu vis chez tes parents, c'est... Mais les gars, d'ailleurs, éducation financière, c'est parti. Cours d'éducation financière. Vous vivez chez vos parents, vous avez un PC qui tourne plutôt bien, un téléphone. Non, Eh non. ben, commencez à faire de l'argent. Pitié. Voilà, vous êtes chez vos parents, vous ne payez pas de loyer, vous n'avez aucune charge à part vos dépenses à vous. Bah, commencez à mettre de côté, investir. Et investir, c'est pas forcément placer l'argent. Ça peut être placer l'argent, mais quand je dis investir, ça peut être mettre de l'argent dans un projet comme nous, par exemple, dans le podcast. Quand j'achète des nouveaux micros, quand j'achète des softbox, une caméra ou quoi, c'est de l'investissement, admettons, tu vois. Ouais, tu vois, Donc tout à fait. voilà les gars, pensez, si vous vivez chez vos parents, n'hésitez pas à faire des trucs parce que pour le moment, vous ne payez pas de loyer. Et je peux vous dire que le jour où vous allez payer un loyer, ça va faire très très mal. Voilà, simplement. Donc petit aparté, si vous êtes chez vos parents, commencez à... Faites des trucs. Ouais, faites des trucs. Parce parce que que- c'est là où vous avez le plus de temps, le plus d'argent dispo, parce que tous vos revenus, bah, ils peuvent directement aller là-dedans, en fait, parce que tu n'as rien à payer. Vous n'avez pas de charge, vous n'avez pas de temps de travail, par exemple, vous, comme nous, nous on le fait le week-end parce que la semaine on bosse. Mais donc il y a quand même ce truc de quand vous êtes chez vos parents, jeunes, au lycée ou quoi, vous avez beaucoup de temps. Et si vous nous écoutez et que vous êtes au lycée, j'espère que cette phrase aura un petit effet sur vous. Commencez à faire des choses, créer des choses le plus tôt possible parce que vous allez faire des erreurs, vous allez recommencer. Et au bout d'un moment, vous allez arriver à cette perfection et c'est là où ça va générer des sous. Donc commencez le plus tôt possible. Et puis pour revenir sur l'échec dont on parlait en début d'épisode, faites tous les échecs possibles sur cette période parce que vaut mieux faire des échecs quand vous avez votre porte de secours facile plutôt que quand vous êtes 100% responsable de vous et que ça peut vite Tout à devenir fait. la merde. Tout à fait. Comme on l'a dit, voilà, simplement, si vous voulez faire du freelancing, faites-le quand vous avez cette un petit peu porte de sortie qui est vos parents. Euh, Tout simplement. S'ils Quand sont vous avez, d'accord, si vous mettez pas la porte. Parce que voilà, vraiment, ça peut arriver. voilà si vous avez une, entre guillemets, une sécurité derrière, n'hésitez pas. C'est sur cette période-là qu'il faut le faire. C'est là où vous allez, vous avez le plus de sécurité derrière vous. Et donc, ça vous permet de vous relancer. Si vous retombez par terre, bah, c'est pas grave. Bon, il y a un matelas, entre guillemets. Donc voilà. Par rapport au freelancing, moi je trouve que c'est un concept qui est génial. Après voilà, à faire quand on peut, parce que il y a ce truc de, c'est très compliqué. Genre, tu peux pas faire que ça. Si tu fais que ça et que ça marche pas, t'es vraiment dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et toujours dans la même dynamique, moi je voulais aborder les habitudes matinales. Est-ce que c'est vraiment genre un mythe de productivité ou un réel levier pour le succès? Qu'est-ce que Ah, t'en c'est penses toi dans un premier temps? Si tu veux, je peux donner mon avis. alors, je serais d'accord sur le fait que c'est quelque chose d'absolument très bien à prendre comme habitude. S'il n'y avait pas forcément le matinal, parce qu'en fait, on dit matinal parce que c'est quand tu te lèves, tout ça, tu essaies de te mettre direct dans le bain du travail et tout ça. C'est pas forcément obligé d'être vraiment le matin, dès que vous vous réveillez ou quoi. Il y a plein de gens qui se réveillent à 11h et qui bossent très bien. Je sais, par exemple, le Dwagby. En fait, j'ai pris l'exemple que j'ai eu hier. Un mec qui se lève à 11h30, mais qui taffe jusqu'à pas d'heure, tu vois. Et pourtant, il taffe très bien. En fait, je pense que ce conseil, enfin, cette habitude-là, elle est bien à prendre dans le sens où tu vas juste inculquer une discipline. Et c'est pas grave si tu prends pas de douche froide le matin, c'est pas grave si tu fais pas tes 200 pompes le matin. En fait, ce qui est important à retenir, c'est que tu dois avoir une routine disciplinée. Tu vois. Après, à quelle heure elle est, on s'en fout. Si t'as envie de vivre la nuit, tu vis la nuit. Si
t'as envie de te réveiller à midi, faire midi 23h, tu fais midi 23h, mais le tout c'est que tu sois discipliné dans ce que tu fais, que tu sois bien organisé sur ton taf, tout ça. Pour toi, c'est comme ça qu'on arrive au bout des projets, si on est discipliné, si Ah on... ouais, bah de toute façon, tu peux pas réussir quelque chose si t'as pas de la rigueur, de la discipline et de la constance. Tu vois. Donc moi, il y a une anecdote assez drôle que je t'ai partagée avant le podcast. Donc ce matin, comme vous le savez, hier, tournage annulé, donc on n'avait pas préparé, donc impossible de tourner hier, donc on s'est dit on tourne aujourd'hui pour qu'on ait le temps de préparer nos sujets, etc. Et donc forcément ce matin je me réveille 10h10, je sais pas pourquoi 10h10, je me réveille et donc je vois j'ai mal au dos, j'ai mal dormi et tout. J'envoie un message à Evan sur Snapchat et un vocal qui dit ouais gros je me sens pas bien, est-ce que tu veux vraiment qu'on tourne aujourd'hui, etc. Donc je me lève et tout, je commence ma journée quand même. Toujours avec ce truc de me dire bon allez mets-toi en route, tu vois. Et donc j'ai commencé, du coup je me suis mis en route, j'ai pris mon petit déj, etc. Je me suis mis en route. Et donc j'ai eu un moment de réflexion et je me suis dit mais attends, là si je cède à la facilité de juste je me suis réveillé, j'ai un peu la tête dans le cul, on tourne pas, alors que c'est dans 4 heures, Voilà. on le fera jamais. Du coup j'ai supprimé le message et j'ai dit bah écoute voilà t'arrives à quelle heure, simple, je t'ai juste envoyé ça. Et donc voilà j'ai préparé tout le plateau en amont et tout. Donc ouais, il y avait ce truc de cette anecdote un peu drôle de se dire bah tu vois moi-même j'ai failli céder à ma propre discipline et les gars en fait j'ai eu cette réflexion de me dire si aujourd'hui j'annule pour X raison, le week-end d'après je serai mentalement je pourrais annuler d'une autre raison. Ouais, C'est la facilité en fait. Mais ça, c'est comme les gens qui, tu vois, par exemple, sèchent une fois à la fac. Frère, tu peux être sûr que. Après, l'année, elle est Exactement. foutue. Ah ouais, non mais oui. Comme quand tu ne vas pas à la salle un soir, tu te dis bon, Ah ouais. c'est pareil. C'est pareil. Donc pour moi, la morning routine, pas forcément. Par contre, la discipline, oui. Et la rigueur, oui. C'est ça, en fait, et puis c'est très bien, même si vous faites une morning routine un peu abrupte, tu vois. Après, c'est pas une habitude, c'est pas une seule habitude très bien auquel il faut forcément se coordonner, tu vois. C'est juste que je pense qu'il faut organiser son temps. Par exemple, se dire, OK, à 14h, je fais ça. De 14 à 16h, je fais ça. De 17h à telle heure, je fais ça. Et c'est tout. Il faut s'y tenir. Par exemple, le podcast, nous, c'est de 14h généralement à 16h30, 17h. Et on s'y tient. Et du moment qu'on s'y tient, le rythme de un podcast par semaine, on arrivera à vous le servir. Parce que, voilà, après, il faut quand même avoir cette certaine rigueur de travail. Et donc, pour moi, le plus important, oui, c'est la discipline. Je pense qu'il y a eu ce mythe autour de la morning routine, etc., pour, entre guillemets, habiller la discipline, la chose qu'est la discipline et la rigueur de travail. Donc, pas forcément le matin, hein, comme tu l'as dit, Dwagby qui se lève à 11h30, c'est ça? Ouais, c'est dans la vidéo Donc, voilà. d'Henri, c'est ce qu'il dit. Donc il se lève tard, mais quand même, Dwagby, c'est quand même quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses. Donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin de se lever à 6h tous les matins, de prendre une douche froide. Ça, c'est du storytelling, les gars, c'est des histoires. Ouais, c'est les TikTokers qui font des trucs en mode motivation, mais en fait, oui, motivation de quoi fais 2 heures de course voilà, à c'est 4 ça. heures du mat. Genre, les gars, pas forcément, ça passe pas par ça. Regardez, je me suis levé à 10h10, je suis descendu, j'ai pris un petit déj tranquille. Après, c'est différent, c'est un week-end, mais tu vois, Ouais, mais c'est quand même du travail, parce que là, faut quand même se rendre compte qu'on le fait pour le plaisir, mais c'est du boulot. Parce que derrière, il y a les contenus short à créer, il y a le montage à faire, il y a la minia, il y a les invités à démarcher, et ça, c'est mon taf en plus. Donc, je dis, il y a quand même plein de trucs à faire, tu vois. ce qu'il faut retenir, c'est que si t'es dans ta semaine et que t'es dans une optique de productivité, bah, sois productif dès le matin. Voilà. Non, moi je trouve que... Enfin, sois productif dès le matin en mode ne fais pas rien, commence pas à aller sur TikTok. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que la discipline et entre guillemets la morning routine de tout le monde, et que tout le monde devrait adopter, c'est par exemple quand tu te lèves le matin et que tu dois être productif dans cette journée, tu dis aujourd'hui j'ai prévu de faire ça, par exemple de 14h à 15h, j'ai un shooting avec un client et je dois vraiment être assertif ou quoi, et bah dès le matin quand tu te lèves, que ce soit qu'il soit 6h, 8h, 10h, 11h, au moment où tu te lèves, il faut que tu sois dans cette dynamique de productivité. Parce que si tu te lèves le matin, que tu commences à procrastiner, être sur TikTok, etc., je dis pas que c'est mal. Simplement, bah, tu vas être dans cette optique de rien foutre, en fait. Et du coup, quand le client va arriver, tu vas pas être dynamique, tu vas pas... Voilà, donc ça va être... je pense que c'est la dynamique. Il faut rester dans cette dynamique de productivité quand il faut.
Moi, les gars, il y a des journées où je suis pas productif du tout et ça fait du bien. Mais quand je dois être productif, je suis productif. Et à chaque fois, il n'y a pas une fois où je dois être productif et je ne le suis pas. Ça, c'est de la discipline. C'est ça. Et en fait, pourquoi ça a commencé sur la morning routine, se lever tôt, tout ça? Juste simplement, c'est comme on vous dit, comme vous disiez vos parents, genre pour les devoirs le week-end, c'est quand tu te lèves, que t'as encore rien fait, c'est plus facile de te mettre au taf tout de suite qu'une fois que t'as déjà commencé à dire attends, 20 minutes de télé d'abord, et après pour te remettre en marche, c'est fini. Tu vois. C'est pour ça que le matin, c'est entre guillemets, c'est facile. C'est comme les mecs qui arrivent au boulot, ils arrivent une clope, un café, ils reprennent une clope, ils disent bonjour aux collègues. Et c'est les mecs, ils commencent à 8h, tu le vois dans son bureau, il est 9h, tu dis mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais, ça. Alors après, non, mais c'est la même chose. Franchement, exception faite du café, parce que franchement, pour les gens qui ont fait 1h30 de trajet et qui sont levés. Moi je prends toujours le café, des fois, c'est une survie. Hein. Je prends toujours un café et une clope le matin quand j'arrive au boulot, mais j'arrive à 7h30, je commence à 8h, donc tu vois, il y a ce truc de je prends 30 minutes le matin où je parle avec les collègues, tu vois, tout ça, mais je commence à 8h. Donc 8h10, 15, grand max, je suis dans mon bureau, tu vois. Donc voilà. Donc les gars, j'espère que cet épisode débat vous aura un petit peu plu. Alors c'est beaucoup moins factuel, beaucoup moins, je dirais, précis que d'habitude, mais par contre, il y a ce côté vraiment où on échange, et je pense que c'est carrément plus inclusif pour vous aussi, parce que il y a quand même deux points de vue. Généralement, on partage pas tout le temps le même point de vue. Et donc, pour vous, j'espère que vous avez réussi un petit peu à vous rentrer dans cette discussion. L'épisode était aussi beaucoup plus calme que d'habitude. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Évidemment, c'est une exception. On fera pas toujours des épisodes débat, réflexion comme ça à chaque fois, parce que on compte vraiment inviter de plus en plus de gens. Simplement aujourd'hui c'était un petit peu une exception. Voilà, Evan, qu'est-ce que t'en penses de ce format? Ça t'a plu? Non, des fois c'est bien aussi de rediscuter sur certains trucs, mettre au clair certains concepts, tu vois. Ouais, il y a ce côté très intéressant quand même par exemple, en fait je trouve qu'aujourd'hui on avait quand même suivi un fil rouge en partant de l'entrepreneuriat et de l'échec. Ensuite on a quand même parlé de l'éducation financière qui va de pair un petit peu avec l'entrepreneuriat forcément. Et ensuite, on a parlé de freelancing, qui est une forme d'entrepreneuriat. Et ensuite, on a parlé des habitudes et de la discipline et de la rigueur au travail. Donc, je pense qu'on a quand même, on vous a fait un petit épisode vraiment comment être productif et comment créer des choses, entre guillemets. Hein. On a parlé de ce genre de trucs. Et puis, même si on n'est pas forcément très juste sur le comment, c'est simplement sur le fait. En fait. Voilà, après, on a touché le sujet, voilà. Mais faites. Voilà, on a mis on a pointé du doigt un point sensible, qui est faites des choses tant qu'il est encore temps et tant que vous en avez les moyens, parce que je répète, vous n'aurez peut-être pas toujours les moyens, les gars, vous n'avez peut-être pas gagné 3000 € dès le départ et pouvoir allouer 1000 € tous les mois à un projet. Pour l'instant, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes chez papa, chez maman, ou peu importe où vous êtes, mais tant que vous avez le moins de charges possible, les gars, faites des choses. Parce que là, vous avez toujours ce parachute, comme disait Evan tout à l'heure, vous allez retomber sur vos pattes. Mais ce sera plus compliqué quand vous aurez 22, 23, 24, 25 ans. Même si c'est des idées ou des projets très exceptionnels sur du court terme et qui n'ont pas vocation à vous faire gagner de l'argent, quoi. Juste, le bonheur réside aussi dans le fait que si tu écoutes un petit peu ta voix intérieure et que tu fais ce qui te plaît, bah tout de suite, ta vie te plaît, tu vois. Si les gars, vous trouvez pas de métier qui vous plaît, bah simplement créez le métier qui vous plaît. C'est tout con, mais genre, si tu te vois dans aucun truc, bah crée le truc dans lequel tu te vois, tu vois. Si t'as une passion, exploite-la à fond pour que ça devienne ton métier, tu vois. Genre, c'est pas parce que ta passion, c'est genre le foot que tu dois être footballeur pro, tu vois. Tu peux être créateur de contenu dans le foot, tu peux être reporter dans le foot, tu peux faire trop de choses, par exemple. Et là, j'ai pris le foot comme exemple, mais ça peut être juste, j'aime bien créer des vidéos, bah faites comme Evan, genre, j'ai envie de dire, faites des études de ça, poussez le truc à fond. Si vous voyez pas dans un emploi dit, et bah cherchez dans votre tête qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous anime le week-end. Ça peut être les jeux vidéo, et bah exploitez le truc à fond, devenez streamer, devenez créateur de contenu, journaliste en jeux vidéo, tu vois. Mais ouais, tout est possible, les gars. Donc ne vous freinez pas, écoutez-vous, peace out.